Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre retransmission hebdomadaire des informations d'Arutz 2, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios de Arutz 2, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. Cette image sur la pelouse de la Maison-Blanche en septembre 1993, marquée par la chaleureuse poignée de main avec Yasser Arafat, a fait de Pérez un homme de paix officiel. Pérez était le principal, voire le seul protagoniste des accords d'Oslo, et l'un des seuls à défendre ce processus jusqu'à son dernier jour. This is not just a political accord, this is really something that relates to every family in our country, to the mother, to the father, to the children. What will be really the future like? Il n'a pas toujours été comme cela. Pérez prônait une perspective sécuritaire, était un adepte de Ben Gurion et ne s'opposait pas à l'usage de la force. Du réacteur nucléaire de Dimona, en passant par l'approvisionnement en armement de France, jusqu'à la direction de l'opération Entebbe, en tant que ministre de la Défense, malgré l'opposition du Premier ministre Rabin, au moins dans les premiers temps. Mais à partir des années 1980, Pérez est considéré comme une colombe et Rabin un faucon. Ils étaient réunis, rivaux et partenaires. Au début des années 1990, dans le cadre de l'étrange trio Shamir, Rabin et Pérez, Shimon Peres a commencé à concocter en secret l'accord de Londres. C'est lors de la première intifada. Le roi de Jordanie, Hussein, refuse la responsabilité des territoires de Cisjordanie conquis à la Jordanie. Pérez, en secret, prépare une transaction prévoyant que les résidents palestiniens de Judée-Samarie redeviendraient des citoyens jordaniens dans le cadre d'une confédération avec la Jordanie. Les rencontres ont lieu à Londres. Shamir, partisan du Grand Israël, dévoile et sape le processus. הוא עשה את זה בלי ידיעת ראש הממשלה. אז הוא יצר את ראש הממשלה למתנגד. אילו היה מתקבל מסמך לונדון, יכול להיות שהיום אנחנו היינו נמצאים בשלום מלא עם רוב מדינות ערב. Pérez ne baisse pas les bras. Il cherche un moyen de contourner le problème. Après l'échec du sale tour de la conférence de Madrid imposée à Yitzhak Shamir, intervient le grand bouleversement politique de 1992. Rabin est Premier ministre, Pérez, l'ennemi juré, est nommé ministre des Affaires étrangères. Il recommence à chercher. Pérez adopte le canal académique secret de feu Ron Pundak et Yair Hirschfeld face aux membres de l'OLP Abu Ala'a. Sous le nez des Américains ont lieu des négociations secrètes entre Israël et les hommes de l'OLP, aboutissant en été 1993 en Norvège, sous les accords d'Oslo. Ce processus entraîne une colère politique immense de la droite. Pérez devient l'ennemi juré des colons avec Rabin, mais parallèlement à la mise en œuvre de l'accord et de l'introduction d'Arafat dans la bande de Gaza, ont également lieu des accords avec le roi Hussein en vue d'un traité de paix. כשאתה נכנסת לכאן לאולפן, אתה הערת איזושהי נערה שפה העלתה את מצעד הסקרנות של כולנו. כן. אמרת שהיום 3 בנובמבר, ורמזת איזו מין רמיזה כזאת, תזכרו את התאריך הזה. אתה מוכן להסביר על מה דיברת? שזה יום אחד אחרי יום הצהרת בלפור. נכון שלא סיפרנו את הכל. נכון גם שאי אפשר לספר את הכל, לא אתמול ולא היום. לא תגלה לנו מה חשיבותו של 3 בנובמבר. אני אמרתי כבר מה שהיה לי. Ce lapsus reporte l'accord de 6 mois. On signe ensuite à Washington un accord de principe, et pour la première fois dans la région, on organise une cérémonie de paix, la paix la plus agréable et la plus évidente, à Avrona, non loin des dates. Pérez, en tant que ministre des Affaires étrangères, cueille les fruits de la paix. Une visite à Oman, au Qatar, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Jordanie, et dans le monde arabe en général, et bien sûr, il commence à parler de la paix régionale qui est à portée de main. Mais l'opposition se renforce, pas seulement celle de la droite en Israël, mais aussi des Palestiniens. Le Hamas et l'incompétence d'Arafat détruisent l'idée d'Oslo, de l'accord progressif. L'incitation à la haine de l'extrême droite en Israël entraîne finalement l'assassinat d'Yitzhak Rabin. על מותו של ראש הממשלה.
Après le choc, les obsèques, le sentiment qu'Israël se désagrège, Pérez est nommé Premier ministre à la place de Rabin. Pérez décide de progresser. Il transfère les centres urbains de territoire au contrôle de l'OLP et de l'autorité palestinienne et organise des élections anticipées dans le but de recevoir le mandat du peuple. Il est sûr qu'après l'assassinat de Rabin, il va gagner. Il est battu de justesse par Netanyahou, il va se coucher Premier ministre. יש יתרון קל בלבד לשמעון פרס, עדיין בתחום הטעות הסטטיסטית. Et se lève en tant que perdant politique qui doit enterrer le processus de paix. Mais Pérez ne renonce pas. Il reste ministre de la coopération régionale dans le gouvernement de Barak en 1999 et redevient ministre des Affaires étrangères d'Ariel Sharon et tente de reconstruire les accords de paix qui s'effondrent. Il garde le contact avec Yasser Arafat puis avec Abou Mazen dans le cadre de ses différentes fonctions, puis il approuve le départ de Sharon du Likoud et la création du parti Kadima qui dirige le processus de désengagement de la bande de Gaza. Même en tant que présidente de l'État, poste auquel il est nommé malgré l'animosité de la droite, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir les accords de paix. Au cours de ces dernières années, malgré des processus controversés, Pérez bénéficiait de ce dont il n'a pas joui la majorité de sa vie, l'amour du peuple. Il était l'adulte responsable, le dernier des Mohicans, le rescapé de la génération des fondateurs. Le seul qui pouvait dire « Ben Gurion m'a dit, j'ai dit à De Gaulle, j'ai conseillé Rabin ou je me suis disputé avec Shamir ». Jusqu'au dernier moment, il se considérait comme un homme de paix et reconnaissait qu'il était un optimiste incurable. Peut-être que c'est ce qu'il faut pour croire à la paix et aussi la promouvoir. Difficile de trouver quelqu'un qui arrive à l'entrée de la ville de Jérusalem sans que lui vienne à l'esprit la question toute simple. Pourquoi ? Pourquoi la route est-elle étroite ? Pourquoi y a-t-il des bouchons ? Pourquoi le secteur est-il négligé par rapport au centre-ville ? Et surtout, pourquoi cet endroit n'est-il qu'une porte d'entrée et de sortie ? Un regard d'en haut, du 21e étage de l'hôtel Crown Plaza, nous apprend comme d'habitude à Jérusalem ce qu'on appelle le potentiel. De là, on peut aussi commencer à imaginer le projet d'entrée de la ville, qui, s'il est mené à bien, changera entièrement l'allure de la capitale. 1,000,000 מטר מרובע, תעסוקה, מלונאות ותרבות ומסחר, זה שובר שוויון לחלוטין מבחינת כלכלתה של העיר ירושלים. Comme d'habitude chez nous, il faut ajouter le mot si à tout cet optimisme. Alors voilà à quoi cela ressemblera. 21,1 hectares, le plus grand centre routier d'Israël et une véritable plaque tournante, avec un train express pour Tel Aviv, 2 tramways, des voies pour les transports en commun et les voitures privées, un vaste espace public pour les piétons et une piste cyclable. Le nouveau quartier comprendra environ 13 édifices, dont 9 gratte-ciel, auxquels vous pouvez ajouter 2 immenses bâtiments gouvernementaux, censés être construits sur ce terrain de parking abandonné. Oui, c'est un peu dur à imaginer. התפקיד שלי זה לדאוג, אבל אני אופטימית מאוד, שעוד 5-6 שנים מהיום, כל מה שיהיה פה זה דבר אחר לגמרי. Ce qui n'est plus depuis longtemps au stade de simulation se passe sous le sol. Un tunnel souterrain actuellement en pleine construction sur le boulevard Chazar à l'entrée de la ville, alors que des dizaines de mètres au-dessus, la circulation continue, souvent lentement, vers l'intérieur de la capitale. בזמן שהחלו כאן החפירות בכניסה לעיר ירושלים במנהרה הענקית הזו, עדיין אין שום בעיות, האזרחים שלמעלה, הנוסעים בכלי הרכב, לא מרגישים שום שינוי. ב-2018, כשהמנהרה הזו, כשהעבודות יעלו כלפי מעלה, אז התושבים גם ירגישו את השינוי, התנועה תופנה הצידה, בתקווה שלא יהיו פקקי תנועה. אנשים יגיעו בבוקר, ישימו את הרכב וילכו לרכבת של 29 דקות לתל אביב. עם הפרדה מפלסית שנועדה לגרום לשיפור זרימת התנועה בכניסה לעיר. Ok, alors la vision existe, les tracteurs travaillent déjà. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre quelques bonnes années et espérer que rien ne coincera en route. Car les montées de Jérusalem sont connues pour retenir les voitures, mais pas seulement dans des bouchons. En voyant les avis de décès affichés à l'entrée de l'immeuble du 20 rue Michal à Tel Aviv, on pourrait penser qu'il s'agit d'un autre regrettable cas de décès prématuré. Mais lorsqu'on pénètre dans l'immeuble, on découvre une histoire qui ne fera pas rougir un scénario hollywoodien si elle n'était pas repoussée sous prétexte d'être trop kitsch et invraisemblable. En réalité, il s'agit de l'histoire absolument véridique d'un homme seul, Feu Uri Giladi, qui a légué à ses locatrices pas moins de 7 appartements, d'une valeur estimée à au moins 3,5 millions de shekels chacun.
הבחורות שהוריש להם את הדירה הן בחורות צעירות, ברובם עד כמה שאנחנו יודעים רווקות. ברגע שהיה מתפתח איזה קשרי חברות בין הדיירות לאיזה רומן, הוא מיד היה מבקש מהם לעזוב. Qui était Uri Giladi? Et qu'est-ce qui a poussé cet homme, dont les voisins racontent qu'il était isolé et solitaire, à léguer ses appartements précisément à ses locataires? צריכים להגיד לזכות הבחורות האלה שהם באמת צעדו את האדם הערירי הזה בסוף ימיו, כשלא היה לו אף אדם, הם הבטיחו לו לשמור על החתולים, וזאת הסיבה האמיתית שבגללה הם קיבלו את הדירה. La rue Michal est considérée comme l'une des rues les plus demandées de Tel Aviv. Une rue en sens unique ressemblant à une rue piétonne hollandaise et située à quelques minutes de marche de la place Abima et du centre Dizengoff, qui bénéficie du superlatif du genre un village en ville et s'affiche même régulièrement dans les classements des plus belles rues de Tel Aviv. ההיכרות שלי הייתה מזה שהוא אהב חתולים, וכאן ברחוב יש הרבה חתולים, והוא היה רואה אותי מדי פעם מאכילת החתולים. דייר שגר פה לפני ובעצם עזב כמה חודשים לפני שכל הסיפור הזה קרה, והוא למעשה הפסיד את עסקת חייו. Un bon nombre de locataires désespérés croulant sous le poids de leur loyer rêveraient d'une telle surprise. Rien d'étonnant qu'il y a aussi dans cette histoire ceux qui ont le sentiment particulièrement douloureux d'avoir raté quelque chose. אני עדיין מקווה שבדף האחורי של הצוואה עוד משהו מסתתר, כי באמת הייתי חביבה איתו, באמת הייתי נחמדה אליו. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. Près de 8 ans se sont écoulés depuis que Yael Naïm a fait apparition dans nos vies. Un de ses titres, qui a accompagné une publicité d'Apple, a fait de cette musicienne israélienne une chanteuse internationale. שבוע ביום שזה יצא, מצאנו את עצמנו מספר אחד במספר מדינות, כאילו בארצות הברית, גרמניה, יפן, אני לא זוכרת בדיוק, אני זוכרת שארצות הברית זה הכי הרשים אותנו. כאילו אומרים לך, הנה החלום שלך התגשם, ואתה עוד לא מבין מה זה אומר בכלל. L'année dernière, elle a sorti un nouvel album en France, et cette année, elle a reçu le titre d'artiste-interprète féminine de l'année. Yael Naïm! En Israël, en revanche, elle est moins dominante. זה לא רק באשמתכם, כאילו, אני באמת מבוססת בצרפת היום. וכל הפעילות שלי היא שם, כאילו הצוות שלי הוא שם. מאוד מספק אותי שזה נשאר הבית ושלא, כאילו, שזה לא משתגע פה יותר מדי. כמו בחלום, יופי וטוב, ולעולם את שייכת. איך ההצלחה שלך שם מסתדרת עם האנטישמיות שאנחנו רואים בצרפת? את בטח נתקלת במקרה כזה שקראו להחרים הופעה שלך. היה משהו נחמד פעם, שהייתה קבוצה שרצתה לעשות כאילו בויקוט להופעה שלנו, והזמנו אותם לשיחה פשוט. אז הם באו ודיברנו, והיה מאוד מעניין. למדנו אחד מהשני מלא דברים. מוזיקה. נכון, לקחת את גם מהצרפתי, היום הוא סיפר לנו. המים. בקרוב אצלכם. À la fin de la semaine dernière, elle a atterri en Israël, mais cette fois, pas seulement pour faire une visite nostalgique au lycée et profiter de sa famille. לא נכון. יאלה, מה זה? יואו. גישה מצולמת. מה העניינים? הנה תראו, זאת אני של פעם. יום שלישי אני בא לשמוע. Cette semaine, elle se produira au Centre des Arts de la Seine à Tel Aviv, dans le cadre de sa tournée mondiale du Japon à New York. בתל אביב זה תמיד רגשית יותר, כאילו, מעניין, כי יש גם, יש לי משפחה וחברים וקרובים וסביבה, זה לא אותו דבר להופיע כשאתה מכיר חצי מהקהל. La Russie de Naïm intervient alors qu'une routine terroriste a commencé à se développer en France, et elle, qui a grandi en Israël, est habituée à une telle réalité. כשאתה עולה באוטובוס אתה קצת מסתכל, או כשאתה נכנס לקניון, כאילו... אבל בסופו של דבר שוכחים, החיים כן מנצחים. כאילו, אני לא חושבת על זה כל הזמן. יש סיכוי שיום אחד תחזרי לארץ? אני מזמן הפסקתי לנסות לחזות את העתיד. אז אני פשוט לא יודעת מה יהיה בעתיד. ואני אלך לאן שהחיים יובילו אותי.
Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arutz Shtaim, préparée à l'intention des amis de KKL JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. En attendant, au revoir et à bientôt.